c'est que les travaux que je vais vous présenter, je suis une vieille dame maintenant, donc voilà, il y a beaucoup de passé derrière, mais c'est le travail d'un collectif, de plusieurs collectifs, parce que je pense qu'aujourd'hui, la pensée, l'avancée des recherches, c'est un travail très, très étroit entre le terrain, la recherche, mais je pense aujourd'hui que l'intelligence qui va nous amener à faire avancer nos travaux, faire avancer plus de réussite scolaire, l'intelligence, elle est dans le terrain. Donc, quelque part, c'est ce travail très ensemble que nous allons poursuivre, y compris cet après-midi et demain matin, avec cette idée, moi, de vous donner des outils, un peu de théorisation, évidemment, des exemples, mais à partir de ces exemples, de voir comment, dans le terrain, dans le concret de votre classe spécifique, de votre discipline spécifique, vous pouvez inventer des pratiques nouvelles et qu'on puisse les partager à nouveau. Moi, je suis un peu le passeur, si vous voulez, de ces travaux. Et en gros, aujourd'hui, avec cette refondation de l'école, la balle est dans le camp des enseignants. Hein, elle n'est pas dans le camp de la recherche. Elle est dans le camp des enseignants. Et la recherche, elle est là pour accompagner, mais simplement accompagner. Pas pour dire, faites comme si, je ne vous donne pas de modèle. D'accord ? Donc voilà, c'est déjà le résultat de ce travail. Je pense que vous allez voir que c'est un travail intéressant. C'est un travail très, très collectif. Et voilà un peu le contrat. Donc aujourd'hui, ce matin, de faire une conférence un peu qui vous ouvre les perspectives, et cet après-midi et demain matin, de travailler au corps à corps avec des vidéos, éventuellement, si vous le voulez, avec des copies d'élèves, et puis essayer de voir qu'est-ce qu'il serait possible d'inventer, quel projet, petit éventuellement, mais tous les petits projets font des grands ruisseaux, en réalité, dans l'éducation nationale et dans notre système scolaire. Donc voilà un peu l'esprit de ma venue ici, hein, qui est d'accompagner les enseignants et non pas de leur faire la leçon. Voilà, hein, c'est tout à fait différent. J'ajouterai aussi que dans le fond, le fil rouge de ma carrière, ça a toujours été effectivement la question de l'écriture, parce qu'effectivement, j'ai longtemps été militante, je le suis toujours, et je me suis toujours rendu compte que l'écriture était probablement la pierre angulaire d'arriver à trouver sa place dans la vie et d'arriver à trouver une parole qui puisse exister. Et du coup, le fil rouge de ma carrière, ça a toujours été, et c'est toujours, la démocratisation scolaire. Donner à tous l'égalité des chances à l'école, et en quoi ces petits gestes professionnels, ces petits dispositifs dont on va parler, peuvent être ces petites choses qui vont permettre d'accrocher plus d'élèves, d'emporter plus d'élèves dans la réussite scolaire. Voilà un peu, ça a été toute ma carrière. Les milieux populaires, j'ai beaucoup travaillé en ZEP, prioritairement dans les milieux difficiles. Et voilà ce que je voulais vous dire, qui je suis. Voilà, on y va ? Alors, je vais peut-être passer un tout petit peu vite au début, parce que, vous m'excuserez, mais je ne savais pas exactement ce que Michel Develay vous avait fait. Donc, il y a des diapos que je vais passer vite, et puis on ira au cœur du... Alors, en même temps, Dominique, nous n'étions pas tous à la conférence avec Michel Develay. Donc, vite, mais pas trop vite. Oui, voilà, parce qu'il me semble qu'il nous faut nous assurer qu'on est effectivement bien sur les bons enjeux. Donc, voilà. Peut-être dans l'échange aussi de repérer avec vous ce sur quoi il faut s'appuyer, s'arrêter, et ce pour lequel on peut aller plus vite. Donc, ok. Bon, en vrai, bon. Si j'ai voulu que vous soyez là, c'est pour que nous puissions aussi avoir un peu de dialogue. Vous allez voir. On va essayer de faire des petits essais, de néanmoins dialoguer. Alors, bon, ça c'était un petit peu en arrière-plan. Hein. Vous pouvez prendre le temps de le lire, je pense. Voilà, c'est un peu ce que c'est que l'écriture. Une petite lumière vacillante et fragile. Et cette petite lumière, pour l'accompagner.
C'est bon? Allez, ça c'était juste. Alors, je vais commencer par ce texte-là, un peu pour vous donner le sens profond de notre travail d'enseignant. C'est un texte qui a été écrit en 2001 par un petit garçon, CM1 à Perpignan, où je travaillais avec un groupe d'enseignants, de formateurs, de chercheurs. Et c'est un texte qui survient au lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus, des Twin Towers qui ont été démolis. Et ce petit garçon écrit, l'enseignant a donné une consigne d'écriture, il en a donné toute une série, je vous expliquerai plus tard, et il écrit « Tu dois choisir entre deux choses et tu hésites ». Et il écrit « Un jour, j'étais à la mosquée, je suis parti, et la mosquée, elle était remplie de noir. Tout le monde était énervé. » Un beau pluriel, hein, tout le monde, vous remarquez. Le matin, j'étais dehors, un garçon a dit « L'après-midi à 2h, vous venez tous. » L'après-midi, je suis parti avec eux. Ils cassaient des voitures. Un garçon m'a dit « Tire des pierres. » Et moi, dans ma tête, j'avais des scrupules. Je me disais « Je le fais, oui ou non ?» Et aussi, j'avais hésité, et j'ai choisi non, et je préfère avoir rien. Ce petit garçon est là depuis 2 ans en France. L'enseignant, que vous allez voir tout à l'heure, a décidé de faire penser ses élèves. Faire penser les élèves sur les événements. Nous sommes à Perpignan, dans un quartier très très populaire, peuplé à 90% de Marocains, à peu près tous venus un peu des mêmes villages du Maroc, de quelques gitans, dans une école d'application. L'école a été un peu taguée et abîmée, la mosquée aussi, donc ça chauffe très fort dans le quartier. Et l'enseignant décide la question des valeurs, ça y est, elle revient, mais vous voyez, on l'a posée depuis longtemps, c'est pas nouveau. L'enseignant décide de faire penser ses élèves sur cette idée, on ne peut pas faire justice soi-même. Voilà. Et donc, il a pris Fantastique Maître Renard, que vous connaissez tous, évidemment. Le renard qui veut se venger des méchants fermiers américains qui abîment toutes les ressources de la terre, etc. Et donc, il a fait lire ses élèves, il a fait toute une série de petites écritures. On est le 4 octobre, et c'est le 4e texte d'une série de textes. Et nous avons ce texte-là. Et je trouve que ce texte exprime assez fort l'enjeu de l'écriture. C'est-à-dire l'enjeu de l'écriture et l'enjeu de la culture. Parce que le mot scrupule, vous imaginez bien que ce n'est pas un mot de la rue, ce n'est pas un mot de la cour, ce n'est pas un mot de l'immeuble, mais le mot scrupule, il est dans Fantastique Maître Renard. Et donc le petit a digéré Fantastique Maître Renard et en a fait un outil pour penser. Donc la culture, les textes que nous offrons, les textes que nous faisons écrire, ce n'est pas des programmes, ce n'est pas des objets en soi, c'est des instruments culturels pour penser. Et l'écriture devient un instrument culturel pour penser. Et ce petit va se servir de la culture qu'il a reçue, il y a tout un tas d'autres choses qui sont faites autour, pour penser sa vie, pour se penser lui, pour penser la vie autour de lui, pour penser le vivre ensemble, Et la question, elle est totalement posée aujourd'hui. Comment allons-nous développer du pouvoir d'agir, du pouvoir de penser, et du pouvoir de penser de manière singulière, et non pas en suivant la meute? Parce qu'on est dans un jour difficile aujourd'hui, en tous les cas pour moi, les élections américaines. Ça me fait beaucoup, ça m'émeut profondément. Ça veut dire que notre société n'est pas capable d'outiller les plus pauvres, les plus démunis, les plus attaqués par le système, qui vont suivre la première idole qui jappe à la télé. Et qui va... Ils sont incapables de décrypter les discours, ils sont incapables de décrypter, on suit. Donc oui, on a une responsabilité en tant qu'enseignant, parce que les enfants, ils sont des heures et des heures et des heures et des heures avec nous. C'est à nous de les faire penser, c'est à nous de les faire parler, c'est à nous de leur donner du pouvoir. Et là, franchement, je vais prendre le mot américain de empowerment, parce que nous n'avons pas ce mot.
l'écriture, c'est un empowerment, c'est-à-dire ça doit donner du pouvoir d'agir, mais pas donner, parce que nous, en français, on dit donner, tandis que dans le mot empowerment, ça veut dire qu'on l'a intégré en soi, cette capacité de penser, d'agir pour soi, et évidemment, cette capacité d'inventer aussi, qui nous manque si cruellement. Donc voilà, le texte, je l'ai ressorti, voilà, il a été écrit en 2001 avec une équipe de recherche qui faisait un travail sur parler pour écrire, penser, agir et se construire. Et j'ai ajouté aujourd'hui vivre ensemble, puisqu'on est vraiment sur cette question. Voilà, c'est un peu une introduction. Voilà. Alors, voilà, il me semble que vous voyez un petit peu la question du sujet écrivant, c'est la question du sujet qui pense, qui parle, qui agit, qui va se développer, qui va se construire et qui va être un citoyen de son pays, de la planète, et un citoyen actif et réflexif. Alors, les nouveaux programmes, bon, vous savez un petit peu tout ça, j'en ai fait un inventaire parce que, bon, je vous le dis, assez un peu flattée parce que j'ai trouvé que les nouveaux programmes reprennent bien une bonne partie des travaux que nous avons conduits, notamment à Perpignan et à Montpellier depuis longtemps. Ces idées-là que nous avons développées depuis longtemps quand même, hein, et qu'on trouve aussi dans nombre de revues pédagogiques du GFEN, des cahiers pédagogiques, etc. La communauté a déjà, pas que la recherche, la communauté a avancé sur ces questions. Et donc nous sommes aujourd'hui, pourvu que ça dure, dans une problématique de l'école, la refondation, qui porte sur des questions que je trouve tout à fait passionnantes, justes, fondées, mais qu'il va falloir transformer en termes de pratique. Voilà. Et la question du rôle central donné au langage, ça fait un petit bout de temps que c'est au cœur des instructions, du socle commun. Voilà. La question aussi tout à fait centrale qui est de dire combien ce lien entre lecture, écriture, orale est intrinsèquement lié à l'école. C'est intrinsèquement lié à l'école. L'idée de donner aux élèves des tâches complexes et non pas des petites choses faciles qui se succèdent, mais des tâches complexes à l'intérieur desquelles ils vont se mettre à réfléchir, à penser, à discuter entre eux. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer un petit film. Voilà. Et non pas du behaviorisme où je donne des exercices comme pendant les instructions de 2008, ou la folie des exercices, hein, qui nous a fait reculer de façon importante. Et puis, quelque chose de tout à fait nouvel, je ne sais pas, vous êtes jeune, vous en rendez peut-être pas compte, mais entendre parler de personnes dans les instructions officielles, c'est une grande nouveauté. C'est extraordinaire. La personne existe. C'est pas un sujet épistémique, c'est pas un sujet scolaire. L'élève est une personne à part entière, avec son histoire. C'est énorme. C'est un pas considérable. On ne s'en rend pas compte, mais c'est considérable. Et puis l'autre dimension que je trouve extrêmement nécessaire, qui a été mise en place dans nombre de pays anglo-saxons depuis fort longtemps d'ailleurs, la dimension interdisciplinaire, la notion de projet, où on va travailler ensemble, où on va utiliser les ingrédients de la culture que l'on a puisé en histoire, en sciences, en géographie, en sciences humaines, en sciences sociales, en littérature, pour essayer de résoudre des problèmes complexes. Mais ça, ça n'était pas dans notre culture. On y rentre doucement, et pourtant, c'est une dimension extrêmement importante de travailler à la résolution de tâches complexes à partir de la dimension interdisciplinaire. C'est pourquoi moi, j'ai été extrêmement satisfaite du travail qui a été proposé sur les EPI, hein, au niveau du collège, mais aussi des projets qui se font depuis fort longtemps à l'école primaire, et vous allez en voir un tout à l'heure, puisque c'est le lieu même de la rencontre des disciplines, de la rencontre des enseignants, du travail collectif, de communautés qui travaillent ensemble, et qui travaillent ensemble en se donnant des libertés, en n'étant pas dans les rails des programmes, en allant chercher dans les programmes ce qui va être nécessaire au projet, pour donner du sens aux apprentissages pour les élèves. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement... mais qui demande des renversements très très profonds de notre conception des programmes, de l'utilisation des programmes et de leur finalité. Et puis réaffirmer de façon très forte l'importance des pratiques culturelles dans leur grande diversité. Les pratiques culturelles qui sont des pratiques scolaires, mais qui sont aussi beaucoup des pratiques sociales, le cinéma, la télévision, la science, les étoiles et tout ce qui se passe autour de nous, sont effectivement, à une époque où nos enfants et petits-enfants, je suis désolée de le dire, se nourrissent quelquefois plus avec YouTube,
en regardant des tonnes d'émissions sur... Et un petit-fils, il est constamment sur YouTube. J'ai regardé ce qu'il faisait. Ben, il ne regarde que des choses intéressantes. Il ne regarde pas des sottises. Il se cultive sur plein de petits sujets. Alors, il ne connaît pas les fleuves. Il ne connaît pas les fleuves français. Là, voilà, il a 13 ans, mais il ne sait pas où est la Garonne. Mais il sait des tas de choses très fines sur des questions qui le passionnent complètement. Donc, l'importance des pratiques culturelles, qui ne sont pas que les pratiques scolaires, mais la prise en compte de l'ensemble des pratiques culturelles qui se développent de façon considérable actuellement, voilà une dimension tout à fait importante, et nous sommes très, très timides, moi la première, sur ces questions-là. Enfin, l'idée tout à fait fondamentale qui est dite dans les nouveaux programmes, c'est la réflexivité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire répéter les élèves, de faire rabâcher, de faire des perroquets de ce que nous avons dit. Quand on regarde l'épreuve du bac de français, on est quand même un peu atterré. Ça ne bouge pas, puisque les élèves, à l'oral de français, répètent le cours du prof. Vous le savez. Hein, et ça ne bouge pas. Au lieu de penser avec les œuvres, ils vont répéter le cours du prof. On a cette histoire de notes. C'est pas une... Faites attention de ce que je vais dire. Je ne critique jamais les enseignants. Jamais. C'est le métier qui doit se questionner. C'est notre histoire à nous, hein, moi aussi, qui doit aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les transformations très très importantes qui se produisent, se questionner sur un certain nombre de ces pratiques qui ont été très valables à une époque, mais qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la lumière, c'est, tout le montre, la vie politique, la vie économique, etc., tout montre que l'enjeu des années à venir, c'est que les gens pensent un peu plus, inventent un peu plus. Donc, ce qu'il nous faut absolument développer chez les élèves, c'est de la réflexivité, c'est de la créativité, c'est la capacité à travailler ensemble. Et cette réflexivité, cette créativité, c'est une réflexivité collective. On ne peut avancer que ensemble. L'intelligence est quelque chose de collectif. Évidemment, il y a des grands leaders, mais ils peuvent être aussi, vous le voyez, dangereux. Alors, quelques bémols devant ces programmes que je trouve extrêmement ambitieux. Je suis très lucide. Ça demande des changements très très importants dans la culture professionnelle. Je parlerai même de révolution dans la culture professionnelle. Ça demande un travail, et je crois que c'est l'objet, hein, puisque là on vous offre... vous avez de la chance, hein, je vous le dis. Hein, vous avez de la chance. Hein. Parce que souvent je vais faire des conférences, 3 heures, c'est tout, point barre. Hein. Plus rien derrière. On vous offre du temps pour penser, du temps à réfléchir, du temps pour construire ensemble. Demande un accompagnement de très grande proximité. C'est pour ça que j'avais demandé s'il y avait des corps d'inspection qui venaient, s'il y avait des formateurs qui venaient, parce que c'est un travail collectif pour qu'on tire tous dans le même sens. Voilà. Et puis l'idée, c'est que tout ça ne peut se faire que très progressivement. Les changements dont nous avons besoin, vous me disiez que ça commençait à beaucoup bouger dans les classes, que vous observiez des choses intéressantes. À mon avis, c'est 5-6 ans. Hein, on commence par des petites choses. C'est les petites choses qui font les grands ruisseaux. Hein. Mais progressivement, on fait tâche d'huile. Et voilà, c'est une tâche collective, lente, progressive. Voilà, les quelques bémols que je donnerai. Pour moi, l'essentiel de la réforme, relève d'un changement des postures professionnelles, des postures et gestes professionnels. Et la question de l'écriture est au cœur de ces changements de gestes et de postures, de l'écriture et de l'oral, de ces gestes professionnels. On est à un moment où il faut que notre culture professionnelle, je ne parle pas des enseignants, je pense que globalement, la culture professionnelle se transforme. Alors, je vais vous commencer par une petite vidéo. Sur cette petite vidéo, donc c'est le même enseignant, j'ai mis 2002, en réalité je pense qu'elle est, hier en regardant mes documents, je pense qu'elle est plus vieille que ça, cette vidéo. Il est possible qu'elle soit de 1999, parce que j'ai, bon, en gros dans les années 2000, où on travaillait à Perpignan, sur cette idée.
l'oral et l'écrit pour penser, apprendre et se construire. Il y a eu un ouvrage qui est sorti au PUF, pas seulement de nos travaux, mais d'un colloque que nous avions fait. Hein. Vous voyez, il faut du temps pour que les idées arrivent dans les programmes. Hein. Il faut 15 ans. 15 ans. Hein. Et donc, avec ce collègue et d'autres, nous étions en train de chercher des dispositifs pour que les élèves parlent plus, écrivent plus, etc. Donc, vous allez voir de quoi il retourne. Alors, il faut que je... Là, j'ai pas mon... Il faut que je repasse. Allez, déjà, c'est quoi ? Il faut que je le mette en bas. J'ai quand même écrit. Alors, je vais vous la mettre. Ça a marché tout à l'heure. Hein. On va commencer, on va faire 3. Je vais la lancer tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir du papier. Je vous demanderai... vous allez regarder la vidéo en vous posant... D'abord en notant, après, peut-être après coup, ce qui vous a le plus frappé dans cette vidéo. D'accord ? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette vidéo? Pour que nous ayons chacun un point de vue un peu subjectif, notre façon de rentrer dans cette vidéo. Et puis après, j'essaierai de vous faire travailler un petit peu plus. C'est le conférencier qui se tait, c'est une nouvelle forme. Voilà, c'est la salle qui parle. Voilà. Alors, on démarre. On va commencer, on va faire 3 travaux différents. Un travail de groupe. Vous avez dans chaque groupe désigné un scripteur et un rapporteur. Une mise en commun et un travail individuel. Et pour faire le travail de groupe, j'ai apporté... C'est un crâne d'animal. Alors, question d'Émilie, tu peux parler plus fort? Est-ce que c'est un vrai? À ton avis? Travail de groupe, discussion. La question est, quel est le régime alimentaire de cet animal? Le régime alimentaire de cet animal. Alors, c'est un travail de groupe. Je vais distribuer à chaque groupe une feuille et un marqueur. Vous pouvez faire schéma, croquis, légende, texte. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le rapporteur vient exposer. C'est les oreilles. C'est les yeux, c'est les yeux. Oh non, c'est les yeux, regardez qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas, c'est les yeux. Regardez qu'est-ce qu'il y a, regarde. Là, regarde ici. De toute façon, ça sert à quoi, c'est dedans? Tu dis que ça coupe. Ça coupe, mais tu fais rien comme ça, comme tu fais, toi. Tu imagines pas. Je le fais pas, tu coupes. Là, tu peux pas. Non, c'est ça qui va, j'arrive pas à le faire ici. Et puis tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Comme tu le fais. Vous êtes capable de proposer un régime alimentaire à la classe? Vous avez suffisamment de renseignements à proposer? On vous laisse encore 1 ou 2 minutes. De la viande et de l'herbe. Bon. Les molaires, il doit avoir des bosses normales, mais lui, il a des bosses pointues. On a pensé qu'il mangeait de la viande. C'était un carnivore parce que ces dents, ils ont disparu. Quelles dents? Les canines. Les dents du haut ont disparu. Parce qu'ils ont... Les incisives ont disparu. Parce qu'ils ont trop mangé de la viande. Et là, on a marqué que son régime alimentaire, c'était l'herbe. Et comment vous justifiez? Comment vous justifiez? Qu'est-ce que vous avez observé pour définir ce régime alimentaire? Observer les dents. Lesquelles? Les dents d'en bas. Les dents d'en bas. Iman. Ils ont écrit ici dans le schéma, ils ont regardé les molaires. Ils ont regardé les molaires, mais ils n'ont pas regardé que les molaires. Ils ont regardé... Ah bah, il faut me le dire ce qu'ils ont regardé, Marine. On a regardé toutes les dents d'en bas. Oui. Et Kamel, il a dessiné Oui. le dessin. Et on a fait des flèches pour... Expliquer.
expliquer comment ça s'appelle et Alors, bah, dis-nous-le. Les molaires, Oui. ça sert à marcher. À l'aide du texte, vérifiez si ce que vous avez proposé à vos camarades est correct ou bien faux. Là où vous étiez trompé, là où c'était juste. De quoi? On a trouvé que ça inclut. On a trouvé dans la feuille au croc pointu et Rectule pour les déchirer la viande. Si dans 2, 3, 4, 5, 6, ça va. 7, 8. On a trouvé qu'ils mangeaient de la viande, que les canines y servaient. On disait que les canines qu'ils étaient pointus servaient à manger de la viande. Et on a trouvé que ça, dans le texte, on a trouvé que ça servait à déchirer la viande. Regardez, 7 minutes d'une cassette. Ça, c'est le lendemain. Et dans un premier temps, on va regarder la cassette sans le son. Quels peuvent être les commentaires, c'est-à-dire qu'on va réécouter avec le son. Qu'est-ce qu'on s'attend à entendre? On va entendre qu'est-ce qu'elle fait quand elle creuse la tortue. Kamel. On va entendre comment elle vit. Alors, je vais écrire au tableau les choses que vous allez dire. Quels sont, à votre avis, et après on comparera avec ce que vous allez entendre et ce que vous allez noter, quels sont les mots, les termes de vocabulaire qui se rapportent aux animaux qu'on est susceptible d'entendre dans la cassette? Le nom de la feuille qu'elle a mangée. Alors, La tortue. le nom de la feuille que la tortue mange. Camira. Pardon? Mâcher. Mâcher. Attention, consigne. Sur mon cahier de travail. Je regarde l'image, j'écoute le texte, je prends des notes. Premier travail. Ces notes, je vous le dis tout de suite pour que vous sachiez ce qui vous attend. Ces notes vont vous servir dans un second temps pour faire une première écriture d'un résumé que vous pourrez vous échanger. La tortue des Galapagos est une donnée difficile à calculer. Seule certitude, une tortue vivant près de la base scientifique de Darwin et qui répond au doux prénom de George est aujourd'hui âgée de 160 ans minimum. Je vous propose d'écrire un premier résumé en utilisant vos notes, un premier résumé, de manière à après échanger un petit peu vos cahiers pour voir ce que chacun a retenu de ce que nous venons de voir. Tu n'es pas peut-être assez précise dans ce résumé. Voyons voir les notes que tu as prises. Regarde tout ça et rien n'apparaît dans ton résumé alors que tu as noté plein de choses intéressantes. 2 élèves ont terminé, peuvent s'échanger leurs cahiers. Tu distribues, il doit y avoir 2 feuilles, tu me les rends. Tu distribues une feuille à tes camarades, vous lisez la feuille silencieusement, il y a la consigne. Regardez, je vous ai préparé une petite feuille qui va vous indiquer, sur laquelle est indiqué le travail que vous avez à faire. Vous lisez, vous vous mettez au travail, c'est parti.